Mesdames et messieurs, on vient de finir l'enregistrement de l'émission spéciale Yes, donc c'est un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Tant que tant qu'on est là, que la qualité elle est bien, on a reçu Maxime François, on l'avait teasé dans le centième hebdomadaire. Donc voilà, il va nous parler de sa casquette principale, de son passif de lutteur et qui est là actuellement. Pourquoi tu veux rigoler? Parce que j'ai une question à poser aux internautes. Et qui est actuellement lutteur et enfin coach de lutte qui est pas mal sollicité par des combattants de MMA, notamment toi, Mika, qui l'avait aidé, moi qui l'ai aidé aussi sur mon dernier combat et aussi bien avant. Actuellement BSD, il a été aussi le sparring partenaire de Nassourdine face à Dolidze. Donc voilà, on a passé un bon petit moment, donc je pense que ça va vous plaire. Et on Dis-moi recevra quand est-ce Karla que vous Moussou. pensez que AB va partir du Mais Factory? bon, il dit n'importe quoi. Et on recevra Karla Moussou euh, au prochain épisode. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Mika, ça fera un plaisir de vous répondre. Je vous y répondre exactement. Il faut qu'on fasse la radio libre, AB, là. Il faut qu'on Faut- fasse la radio libre. Écoute, écoute Mika, on essaie de se faire ça ce week-end. De toute manière, comme j'ai dit, euh, suivez-nous sur les réseaux. C'est là-dessus qu'on annonce en général les invités et les prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker ou pas, de commenter, de dire ce dont vous pensez. Et ne faites pas attention à ce que Mickey a dit. C'est bullshit et Bah, c'est faux. Allez, bonne écoute à c'est tous. vrai, mais là, c'est... Ciao, les gars. Ça coupe. Parce que t'es en direct, hein. Il y a Mika, il ment. Il dit que toi, t'as dit que je vais quitter le factory. Voilà, ok. Voilà, vous avez entendu. Mika, il ment sur moi comme ça. Vas-y. Eh, t'as appelé au bon timing. Mais même moi, il m'a mis un doute carrément. Vas-y, salut à tous. Du micro. Parce que je me suis fait engueuler. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial guest. On a un invité d'honneur aujourd'hui. Désolé, je vais bien le micro. Un homme de l'ombre, monsieur Maxime François. Comment allez-vous, les gars? Ça va, pour ma part. Merci. Merci pour l'invitation. Un Bah, plaisir. écoute, ça va bien. Et content, excusez-moi, content de te recevoir, Max. Merci Max, de je vais te même. laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Yes. Maxime François, Max Coaching Paris sur les réseaux, sur Instagram. Je suis lutteur de base, 6 fois champion de France, membre de l'équipe de France de 2008 à 2021. Pensionnaire à l'INSEP, dans le bois de Vincennes, où il y a toutes les équipes de France des sports olympiques. Ensuite, j'ai fait une petite transition en grappling pour le plaisir, pas pour de la performance. Et bah, j'ai fait quelques résultats au niveau nationaux et j'ai fait un championnat du monde avec l'équipe de France, UWW. Et j'ai fait troisième en 2014 à Moscou, au championnat du monde de grappling. En lutte, j'ai des participations aux tournois internationaux, au championnat du monde à Paris en 2017, à Bercy. Et après le grappling, voilà, je me suis consacré au coaching de lutte en club. Et par la suite, bah, je me suis mis un peu dans le MMA, vu que j'avais la lutte, pas que la lutte et le grappling en plus. Donc, je trouvais que la transition était pas mal. Et que je pense aussi que pour le MMA, il faut pas forcément que un lutteur, mais il faut aussi un lutteur qui a ses positions de grappling et qui sait adapter ses positions par rapport bah, guillotine sur attaque de jambes et tout ça, et ainsi de suite. Et donc je me suis lancé dans le MMA et c'est Cyril Diabaté qui m'a fait confiance en premier, Ouais. qui m'a contacté pour faire sa préparation sur son dernier combat à l'UFC contre Ilir Latifi. Et ensuite, bah, je suis resté en bon terme avec lui. J'ai travaillé bah, avec ses gars comme Grégory Baben, Yves Landu, Kevin Petit, Xavier Foupapoukam. Et après, voilà, j'ai continué ma vie dans la lutte, plus dans la lutte. Après, je me suis éloigné géographiquement de la Snake Team parce que c'était un peu loin de chez moi.
Et par la suite, bah voilà, j'ai rencontré Thomas qui m'a fait confiance sur la partie lutte, qui m'a également demandé en coaching de base. Ça a commencé comme ça. Et on a fait des stages ensemble, lutte et sol. On avait les mêmes visions. En fait, il a du sol, du dessus. Moi, j'aime bien aussi mon grappling est à base du dessus, pas du dessous. Je sais strictement rien faire du dessous. Je vais pas vous mentir. Et, euh, et donc, euh, et donc, on s'est liés d'amitié comme ça. On a fait nos stages. Après, il y a eu la rencontre de Nicolas Haute et qui m'a fait confiance aussi sur lui, sur la partie MMA. Et donc, bah voilà, j'ai travaillé avec Nico. J'ai fait la connaissance de Benoît. Benoît, il est arrivé au club de lutte à Créteil. On a fait connaissance. Il venait aux séances normales et puis après, bah, il m'a demandé pour faire des séances avec lui en dehors de Créteil. Et on a continué à travailler depuis maintenant 4 ans ensemble sur la partie lutte spécifique au MMA. Et Voilà, au- voilà. aujourd'hui, tu dispenses des cours de lutte spécifiques MMA au Mamoudy Gym, à la Hatch Academy aussi, et dans d'autres Non, clubs. alors moi je dispose de cours de lutte à Créteil Ouais. tous les lundis soirs pure lutte et après maintenant je suis donc au Mamoudi Gym le mardi soir où là c'est lutte pour MMA et le vendredi après-midi au TFF dans le club de Loïc Pora. Loïc Pora. Voilà. Et je suis plus à la Hatch. Voilà, la Hatch, ça s'est très bien passé, mais c'est juste un problème organisationnel. Moi, je suis dans le 94. Ouais. J'intervenais les soirs jusqu'à 22h30 à Aubervilliers et c'était compliqué, vie de famille et tout ça. Et donc, j'ai fait un choix et j'ai préféré la vie de famille, entre guillemets, pour tout ça. Bon, en tout cas, je crois que tu fais vraiment partie de ceux, et moi j'en avais parlé justement dans un truc que j'avais fait avec la fine équipe où il y avait il y avait Cyril et justement je disais que en lutte bah moi je t'ai fait confiance dans ma dernière prépa et parce que pour moi de toute manière tu es celui aujourd'hui sur tous les profs de lutte de France. Je crois pas me tromper si aujourd'hui je dis que le seul lutteur qui a essayé d'adapter sa lutte à la philosophie MMA, t'es le seul. Je crois pas me tromper hein, quand je dis ça. Je pense qu'ensuite, il y a des coachs MMA qui sont très bons, hein, qui ont des bons drills, qui ont des bons skills en termes de lutte MMA adaptée, pas de souci. Mais je parle de vraiment de ceux qui ont une expérience très, très importante, qui sont vraiment moi, ce que j'appelle des experts de leur discipline. Tu fais partie des rares qui ont essayé d'adapter en tout cas leur discipline au MMA et c'est ce que je disais à Cyril et c'est là que j'ai appris que justement qu'en fait bah, ça fait beaucoup plus longtemps que ce que je pensais que tu étais dans cette recherche-là Ouais. puisqu'il m'expliquait justement que tu avais participé avec lui notamment pour préparer son combat contre Latifi à l'époque à l'UFC. C'est ça, c'est ça. En fait, moi j'étais encore athlète à l'INSEP et en fait je commençais à craquer de la lutte. Le haut niveau c'est dur. Le haut niveau c'est 2 fois ou voire 3 fois par jour, tous les jours de la semaine. On part à l'étranger, on part tout ça. C'est compliqué, c'était pesant. J'avais aussi des pas des problèmes, mais pas les mêmes visions que la fédération et tout ça. Et je me suis dit, j'ai envie d'arrêter. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait du grappling. J'ai dit, bah, allez, je vais faire un peu de grappling. Et donc, j'allais une fois par semaine. Et dans la même période, en fait, il y a Cyril qui m'a appelé pour préparer son combat contre Ilir Latifi. Moi, j'y suis allé parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, j'aime ce genre de choses, c'est-à-dire on me donne un game plan, on me demande de travailler sur quelque chose et je vais y aller en fait. Et là-dessus, bah voilà, c'était un nouveau domaine que je connaissais pas et l'adaptation, c'est-à-dire que voilà, je sais que il y a la guillotine, donc on peut pas attaquer les jambes comme en lutte pure. Il faut faire attention à ça, il faut faire attention à tout ça. Et donc du coup, ouais, j'ai énormément aimé le travail avec Cyril. Et après, bah, je me suis dit, bah, au début, je me suis dit, bah, allez, on essaye. Et Cyril n'arrêtait pas à me dire, vas-y, fais un combat de MMA, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis c'était à l'époque de l'European Beatdown à l'époque. Et juste avant, enfin, je sais pas si c'était l'European Beatdown, mais en Belgique, il y en avait un aussi, qui s'appelait, je sais pas, c'est peut-être une autre organisation. C'est le. Oh, Mikan, on t'entend plus. Avant Je sais pas. l'Europe, il s'appelait différemment, c'était le Belgic Bilden ou quelque chose comme ça. Non, Ouais, bah, c'était pas l'OFC peut-être, non? ah, l'OFC, voilà. Ouais, Et Cyril il me dit, Hmm. vas-y, fais un combat à l'OFC et tout. Et je dis, ah non, je peux pas et tout. C'est trop dur votre sport et tout. Et en fait,
Moi, le niveau striking, c'est pas du tout mon truc et j'ai Ouais. essayé pendant un an avec Cyril en fait. Donc j'ai appris la technique avec Cyril et je sais plus si j'ai entendu ta dernière vidéo Mika où tu disais que c'était des faux gauchers, tu sais comment on appelle ça là? T'avais donné un nom parce que moi du coup je suis droitier en lutte mais j'ai appris la boxe en gaucher. Ouais, Voilà. c'est ça. Et En général, on dit ça, c'est des fausses pattes. ouais, voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai appris comme ça la technique avec Cyril Diabaté. Mais voilà, j'aime pas forcément prendre de coups. Je suis pas là-dedans. Je suis plus dans l'affrontement Ouais. déjà au contact. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas les aider sur la partie lutte pour le MMA. Et à ce moment-là, tu étais plus coach ou plus sparring partner de Non, Cyril Diabaté? avec Cyril, je faisais les deux. Avec Cyril, je tournais avec lui. D'ailleurs, j'en ai Ouais. pris des genoux dans le nez, et dans le plexus. Avec ses longs segments. On lui C'est disait non, pas de genoux, pas de coups, on lutte et ça partait quand même. Ouais. Donc ouais, j'en ai pris. Donc, non, j'étais sparring avec Cyril et après voilà, il me demandait tous les détails et tout ça. Donc on est sparring coach entre guillemets. Et puis après sur Grégory Baben, j'étais plus aussi sparring et coach. Et quand c'était sur Yves Landu, Kevin et Xavier, c'était plus directement coach. Ou bah déjà par la catégorie de poids, mais aussi par les détails parce que j'avais arrêté aussi un peu ma carrière. Ok. Bon, les gars, j'ai perdu Et, mon euh, fil. et moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui, quand tu fais un peu un audit, entre guillemets, bon, j'exagère un peu, mais quand tu regardes un peu bah, les combattants du haut niveau, je pense que tu as plus ou moins quand même, si on regarde ce qui se passe, on voit bien qu'à chaque fois que les Français affrontent des bons lutteurs, à chaque fois, hein, quasiment, j'ai pas envie de faire une généralité, on a toujours des exceptions, comme, mais on sait bien qu'Abdoul, c'est un peu à part dans le sens où il a développé ça dans une culture un peu différente que vraiment l'institution française telle qu'on nous l'enseigne. En tout cas, on voit bien on est moins bon en lutte. Et j'ai envie de dire, ça se retrouve. C'est peut-être le domaine dans lequel la plupart de nos combattants pêchent. On l'avait vu notamment avec Cyril Gane contre John Jones. On a pu le voir récemment, malheureusement, avec Taylor contre Basharat. On a pu le voir à un moment donné aussi. Je me souviens plus c'était quel combattant qui s'était fait manger au sol et en fait qui avait laissé filer les rounds au sol. Mais on voit bien qu'en fait même au plus haut niveau on a du mal et notamment dans les grosses écuries françaises. Selon toi, c'est quoi la clé? Qu'est-ce que tu vois en tout cas le premier facteur pour pouvoir que tout le monde se lève vers le haut sur ça au niveau du MMA pour la lutte? Bah déjà, le MMA, c'est un sport jeune. Il y a pas de secret là-dessus. Maintenant, la lutte, c'est un sport ancien. C'est vraiment dommage, en fait, que ça soit dans deux opposés différentes. C'est-à-dire que j'ai vu, en tant que coach, des grappleurs, des fighters venir dans les clubs de lutte, mais très peu, entre guillemets, au démarrage du MMA quand c'était pas encore légalisé en France, à l'image de Johnny Frachet, qui venait des fois s'entraîner à Bagnolet ou à l'US Metro. Et c'est des fighters que j'ai respecté le plus parce que c'est le fighter qui essayait d'aller aux compétitions de lutte, de pure lutte, qui faisait les championnats régionaux, qui s'est qualifié pour les championnats de France. Et moi, j'ai deux explications à ça. La première, c'est peut-être pas, entre guillemets, bien de le dire, mais c'est un sport qui est très dur, la lutte. Et des fois, c'est la facilité de rester dans son game plan, entre guillemets, je suis un striker, je vais rester striker. Ouais. Et je vais pas forcément aller en lutte. Donc ça, c'est la première des choses, même si c'est difficile à entendre, je pense que c'est ma pensée. Et la deuxième des choses, c'est que, en fait, on a mis en place dans des clubs de lutte, dans des clubs de MMA, des coachs, des cours de lutte, mais pas avec des profs de lutte. On a mis en place des cours de lutte, mais avec des grappleurs qui étaient considérés comme lutteurs, parce que lors des combats ou lors des compétitions, ils mettaient un ou deux takedowns et on disait, oh, le lutteur. Mais c'est pas un lutteur en soi. Et encore une fois, c'est méchant, mais c'est pas là pour attaquer, hein. C'est juste que je pense qu'en fait, on est parti sur une mauvaise base déjà. Donc, pourquoi en fait, enfin, pour moi, on aurait peut-être dû envoyer les fighters dans les clubs de lutte et après faire des partenariats avec ces clubs de lutte pour que le coach de lutte puisse lui faire des séances de grappling, par exemple, faire des séances pas forcément de MMA parce que moi, je travaille différemment sur la lutte, je travaille directement au contact. L'aspect timing pour les takedowns et tout ça,
pour moi, c'est un aspect aussi striking, c'est-à-dire que c'est le coup d'œil, c'est le bon timing, et c'est pas forcément un travail de lutte. Moi, la Alors, lutte, pour moi, elle arrive dès qu'on est au contact. exactement, parce que tu as le travail de technique de lutte, c'est ce que je pense que tu expliques, et ça, Ouais, forcément, bah, c'est à partir du moment où tu es au contact, parce que les actions-réactions ne se font pas de la même manière en MMA et en lutte. En lutte, tu vas mettre exactement, baisser la tête, tirer le poignet, chercher le coude, alors que sur des actions MMA, on va plus être sur on fléchit les jambes, on monte, on fait croire que, on jab, etc. Et donc, c'est exactement, important que toi, la lutte, entre guillemets, quand tu l'enseignes dans le MMA, elle commence à partir du moment où il y a déjà la rupture de contact ou le contact, entre guillemets, si je comprends bien. Et c'est ça, c'est ça, selon c'est le contact, c'est l'amélioration. le catch control. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. C'est le contact au milieu de la cage ou le cage contrôle. Et à partir de là, pour moi, ça devient de la lutte. Pour moi, ça devient de la lutte. Là, c'est des positions de lutte. Mais au démarrage, sur le striking, c'est vraiment un travail de temps de réaction. C'est limite un travail de striker, mais aussi un peu de prépa physique. Travailler ton temps de réaction, travailler aussi ton coup d'œil et tout ça. Et donc, pour moi, ça rentre pas spécifiquement dans la lutte. Donc, c'est pour ça que moi, je prends beaucoup plus de temps à la lutte directement au contact. Parce que déjà, le contact en lutte, c'est un striker va pas avoir l'habitude. Le striker il est toujours à distance, donc il a un certain cardio qui est pas du tout le même que pour un lutteur. Il a personne sur lui, il est toujours à distance, il peut gérer avec un jab et tout ça. Le lutteur, il peut strictement rien gérer. Le cardio, il va monter automatiquement parce que vous êtes déjà saisi avec votre adversaire. Donc c'est pas le même cardio, c'est pas les mêmes postures, c'est pas les mêmes positions. Donc forcément, c'est des travails qui sont complètement différents mais qui sont sympas à travailler et à trouver des possibilités. Ça, tu vois, cette vérité-là, on la revoit aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que parfois, quand tu es avec un lutteur et qu'on est sur des exercices MMA purement striking, donc sans lutte, ben on voit bien que leur cardio, il est en chute libre de fou. Alors, parce qu'eux, ils sont habitués à travailler sur une résistance musculaire, de l'explosivité et au contact, mais dès lors qu'il faut se déplacer un peu, du jab, mettre peut-être autre chose, de travailler différemment, on voit que en fait, ça pêche exactement de la même manière de l'autre côté. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'en MMA pur, moi, ce que je retrouve, c'est que le cardio le plus dur à gérer dans les phases de MMA se retrouve dans les phases de lutte. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai moins travaillé la lutte que le reste? Je peux pas te dire. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, là où je sens que mon cardio peut s'accélérer et s'emballer, c'est effectivement sur ces tentatives de défense de lutte ou encore pire si c'est moi qui décide d'amener au sol. Alors ça, il y a oui et non, tu vois, il y a un combattant là, de l'UFC, Gadji, qui lutte quand même, Justin Gadji. Mhm. Il lutte quand même, mais dans ses combats, il lutte pas parce qu'il considère que c'est trop dur la lutte, c'est trop énergivore. Donc, alors que pourtant, il peut être habitué parce qu'il a lutté aussi, donc il peut être habitué à avoir ce cardio. Mais c'est vrai que des fois, je pense qu'en combat, il faut aussi s'économiser entre guillemets parce que sur des synchrones ou autres, bah, il faut pas forcément lutter dès la première minute parce que sinon le combat il risque d'être long. Donc c'est vrai que c'est très énergivore. Et moi, la réponse, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est combien de temps un match de boxe? C'est combien de rounds de combien de minutes? Ouais, tu parles en MMA, pardon. MMA ou en boxe? Non, en boxe. En boxe. Trois Ah, c'est minutes. 3 x 12. Combien? 3 x 12. 3 minutes. 3, c'est. 12 C'est reprises de 3 minutes. ouais, 10 rounds ou 12 rounds ou 8 rounds de 3 minutes. Donc ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup. En lutte, c'est Ouais. 2 fois 3 minutes. Ah ouais, On peut pas tenir autant. C'est-à-dire que rien que par rapport à ta posture, on est penché. On arrive moins à respirer quand tu es debout et tu respires correctement. On est au contact avec quelqu'un, donc il y a la force de quelqu'un en plus que la boxe. On est à distance et on peut gérer sa distance. Ouais. Comme Gann le fait très 10 bien rounds, avec sa pardon. distance. C'est 10 rounds. Comment? C'est 10 rounds Ouais, de ça Ouais, dépend, 10 3. Mika. rounds. Ça peut être 8, 10 ou 12 en fonction des championnats et des fédérations. Et Ah, bon, voilà, c'est presque 3 fois plus que la lutte, Ouais. parce que je pense qu'on peut garder ce rythme sur du long terme, plus en aérobie, entre guillemets, que la lutte, clairement, sur plus de 6 minutes, enfin, vous regardez un match de lutte de 6 minutes, à la fin, les gars sont explosés. On va dire, mais c'est que 6 minutes, mais en fait, c'est énergivore. Et pour en revenir au MMA actuellement, si tu dois citer 3 combattants français que tu trouves qui t'impressionnent par leur niveau de lutte, on va dire. Benoît, je veux pas dire ça parce que je suis aussi son coach, mais Benoît, il m'impressionne. Même avant que je m'occupe de lui, il m'impressionnait parce qu'il a réussi aussi à adapter son judo sur judo au MMA.
Et le judo le corps à corps va se rapprocher le plus de la lutte. Après, qui d'autre? Moi, Fares, il m'a impressionné, pas sur le dernier combat, mais sur la lutte à l'UFC Paris, tout ça, il m'a impressionné. Moi, je sais qu'il a un très bon coach et un bon sparring partenaire en lutte. Donc, je sais que il peut très bien travailler en lutte. On l'a pas vu sur le dernier combat, où on a vu qu'il s'était fait ramener au sol 7 fois, 7 ou 8 fois. Ouais. Ouais, Donc, mais après, Paulès, c'est fort, hein. Encore une fois, Paulès, c'est fort. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que je voulais en parler, c'est que dans la lutte, il y a deux choses. On peut savoir lutter, mais il faut avoir la confiance en soi. La confiance dans sa lutte. Et si on n'a pas la confiance dans sa lutte ce soir-là, ou pour X raisons, à l'entraînement, on peut être super bon et se prendre jamais de takedown. Et en combat, bah, il y a le stress du striking, il y a le stress de tout ça. Et là, on peut sortir et plus avoir confiance et du coup, être moins bon et donner rendre un moins bien devoir noté parce que ça a été pas top quoi. Et et le justement, troisième, attends, on va. ouais, Et le troisième, j'ai pas envie de dire Abdul en fait parce que Abdul on le sait, mais pour moi c'est pas une grosse lutte, c'est un gros sol, c'est un gros sol avec des bons takedowns. Moi j'en avais déjà parlé en off et je trouve que Abdul pour moi si on doit le classifier c'est pas le mettre dans le mode lutteur, c'est dans le mode de grappleur et jiu-jitsuka et Mais ça m'intéresse justement parce que, tu vois, là, moi, j'en parle souvent avec Clément en off. Et, et Clément, lui, il est persuadé que Abdul, par exemple, en termes de lutte pure, c'est un tueur à gages au même niveau, par exemple, que son sol. Et moi, c'est vrai que sur ses combats, il m'impressionne à chaque fois. Abdul, je trouve qu'il a quand même une bonne lutte. On le voit, il a ramené tous ses adversaires au sol. Et en plus, il arrive à transitionner. C'est-à-dire que c'est l'un des seuls qui, c'est là où il est fort. ouais, à peine t'as touché les fesses par terre, qu'il est déjà en train de te mettre des soumissions. Mais toi, selon toi, d'un point de vue lutteur pur, c'est pas ce qui te, tu le mets pas, voilà, au même niveau qu'un Benoît, par exemple. Non, non, je ne mets pas au même niveau qu'un Benoît. Benoît est beaucoup plus complet, je pense, sur la lutte. Clairement, comme exemple, par exemple, on enlève les règles du MMA, on se met dans une compète de lutte. Euh, si je mets les deux en face, je vois Benoît gagnant. Et c'est pas pour faire de polémique ou autre. Je le trouve beaucoup plus complet en termes de lutte parce que aussi on a vu beaucoup plus de choses que Abdul. En fait, on voit la même chose. C'est attaque direct au sol et comme tu as dit, c'est la transition qui est rapide. La transition, elle est exceptionnelle et avec son sol qui est exceptionnel. Donc c'est ça qui va vite et au final, on voit pas clairement sa lutte. On voit pas batailler sur des positions bras-tête, sur des positions contre la cage pour amener au sol, parce que l'autre défend bien, par exemple. C'est que en fait, directement, il prend le bon mouvement et il n'a pas le temps de s'épuiser. Et là où on peut voir un bon lutteur, c'est quand il va être épuisé, il va être mort contre la cage, mais il va quand même arriver à t'amener au sol. Parce que là, il va y avoir des petits détails de lutteur pour t'amener au sol. Je vois, mais aussi, on peut se dire que s'il n'arrive pas, justement, s'il galère pas pour amener, c'est aussi parce qu'il a le bon timing, tu vois. Oui, Enfin, exactement. Mais ça, pour moi, je reviens à tout à l'heure. Le bon timing ne revient pas forcément à la lutte. Moi, il y en a un que je connais, mais qui est pas forcément hyper connu, mais vous devez sûrement le connaître. Il est à Arrête. Enfin, je sais pas s'il est encore à Arrête. C'est Timerlan Azizov. Lui, oui, c'est un lutteur qui vient de la lutte. Et pour le MMA, là, ok, c'est extrêmement bon lutteur. Le timing est bon, il lutte super bien, il amène à chaque fois au sol. Il a très peu de combats, certes, mais si je dois le mettre dans la catégorie, je le mets aussi dans la catégorie. C'est un niveau en dessous par rapport à ceux qui sont ouais, UFC, tout ça. ouais. Mais, Mais voilà. ok. mais c'est... Bon, vas-y, vas-y, pardon, Evie. Et Non, sans oublier qui a un ami aussi, mais Anthony Dizzy. Mais Il lui, est bon aussi, moi, je trouve. Et Anthony disait, évidemment, on l'a oublié. Anthony Dizzy, je le mets dans une autre encore classe. C'est pas que lutteur, c'est un lâche-rien, c'est un chien entre guillemets. Ah, mais Et sur n'importe quelle action, même s'il est débordé, parce qu'on le voit attaquer aux jambes, alors qu'à la base c'est un lutteur gréco, faut pas oublier. Et donc la gréco, on se sert pas de les jambes. Et toute sa vie, il a fait de la gréco. Moi, j'ai lutté avec lui jeune. On se rencontrait en minime, donc c'est 14-15 ans, mais c'était que gréco. Lui, il était il a gréco. Il a arrêté fait de des grandir spécialités en après 14 gréco. ans, je crois. Anthony, il a arrêté de grandir, c'est pour ça que vous avez changé. Mais il a fait de la gréco toute sa vie. Et là, quand on le voit faire de la libre, pour lui, c'est limite
pas nouveau, mais c'est des nouvelles sensations. Mais par le fait d'avoir lutté toute sa vie, bah ça, c'est plus simple quand même. Et Et du coup, justement, big up parce qu'il est parti lutter des Rouskov OM1 et c'était des Rouskov avec un gros bagage technique en lutte. Mais même un Américain Exactement. un J'ai oublié Américain là, qui a fait la ceinture en plus après ouais, du Bellator. c'était dans ses premiers combats et c'était costaud. Et lui, c'était un pur produit libre en plus, donc Ok. et, et justement, en parlant de style, Maxime, parce qu'on sait que ça évolue pas mal, hein. Par exemple, ces derniers temps, c'est un peu les balayages qui reviennent à la mode. À l'époque, c'était les double legs, les lutteurs qui s'imposaient. En termes de style, tu penses que la Gréco, c'est plus efficace que la lutte libre en MMA ou le contraire? ouais, j'ai le. Alors, tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, je t'aurais dit non, c'est la libre parce qu'elle est plus complète. Mais Ouais. là, de ce que je vois, parce que moi, je suis un téléspectateur de MMA, je suis pas non plus un, comme vous hyper fan et voilà. Mais j'essaie de regarder de plus en plus de combats. Je suis ami avec Nico et Nico, il m'envoie beaucoup de combats, me dire ah, tiens, regarde, tu vas kiffer ce combat et tout ça. Et quand je regarde les matchs de MMA où il y a de la lutte, c'est de la Gréco qui en ressort maintenant. Tout ce qui est cash control et tout ça, c'est de la Gréco. Et ça devient de plus en plus de la Gréco. Et ouais, donc c'est un travail, je pense, à 70% sur le haut du corps et le reste, enfin, peut-être 60-40 sur la Gréco et 40 sur les jambes. Parce que on s'est rendu compte que défendre maintenant, c'est beaucoup plus, enfin, c'est plus facile que d'attaquer déjà. Et c'est beaucoup plus facile de défendre quand tu es dans les jambes, quand il y a une situation arrêtée, que sur le haut du corps. Et tu conseillerais quoi aux strikers, on va dire, qu'est-ce que tu dirais aux strikers, de travailler plus la lutte offensive ou défensive? Non, défensive. Un striker, si vraiment c'est un striker et qu'il a pas envie d'attaquer, il est pas obligé d'attaquer. C'est son choix. Bah, à Cyril Gann, je pense que il a pas forcément besoin d'attaquer aux jambes. Il a pas forcément besoin. Enfin, il a un très bon striking, il a une très bonne gestion de distance. À aucun moment il a besoin d'attaquer aux jambes. Lui, par contre, il a besoin de défendre, savoir défendre. Et à tout moment, parce que c'est pas lui qui va décider quand il va devoir défendre. Quand il va tomber un peu plus contre des lutteurs, comme ça a été le cas avec John Jones, je pense que là, en fait, là, c'est là où on voit que la lutte est essentielle. C'est que même si vous êtes un prodige ou un talent dans une discipline, dans le striking, là en l'occurrence, eh ben, on a quand même besoin de la lutte parce qu'il y a personne qui nous envoie un message en disant bah, attention à la 2 minutes 32, il va attaquer aux jambes. Donc, il faut être toujours prêt et il faut avoir au moins les bonnes postures et les bonnes positions pour annuler au moins ça. Mika, tu avais une question? Bah non, maintenant on va recentrer quand même l'actualité, parce que grosse actualité, même si effectivement ça passe un peu sous les radars, je dis bien un peu sous les radars, Ouais. du fait du combat que tout le monde attend. Il y a deux combats en un week-end, on le rappelle, il y a Doumbé Baki, mais 2 jours après, comment dire, on a l'UFC 299 avec comme combat Poirier contre comment dirais-je, Benoît Saint-Denis. Et c'est incroyable quand tu sais que Poirier, il y a 3 combats, il fait la ceinture. Il a fait la ceinture BMF, celle que convoite, j'ai l'impression. Benoît? Ah. Euh, parle-nous un peu de comment tu vois Poirier, son niveau de lutte, parce que c'est sur ça qu'on on va pas te demander de parler du MMA de Benoît, mais plutôt de comment vous avez visualisé la lutte de Poirier et quels est aujourd'hui les axes de travail que vous avez pu faire, mais sans forcément dévoiler ce que vous allez faire, même si je doute que Poirier nous écoute, mais qu'est-ce que vous avez travaillé avec justement Benoît pour rendre la tâche difficile à Poirier? Alors, moi, quand je travaille avec quelqu'un, je travaille avec Benoît, comme j'ai pu travailler avec Boulox et comme j'ai pu travailler avec toi, je vous demande quelle est la stratégie de combat. Quelle est la stratégie de combat? Est-ce qu'il y a plus de lutte? Est-ce qu'il y a plus de lutte offensive? Est-ce qu'il y a plus de lutte défensive? À partir de là, s'il me dit c'est de la lutte défensive, on va travailler que sur la défense. Si on me dit c'est de la lutte offensive, on va travailler que sur les attaques. La défense, on va en faire 20% dans la séance ou dans le camp, et le reste du temps, on va être consacré à ce que lui a demandé. Là, en l'occurrence, on s'est axé sur un peu de lutte quand même, et on a été voir. On m'a demandé, j'ai été voir les vidéos de Poirier, de ses différents combats. En plus, c'est bien parce que quand j'ai fait mes analyses,
j'étais en stage à Marseille avec Thomas Loubersan et avec Nico. Et donc, dans le train de retour, en fait, on a fait les analyses. Et c'est un kiff, en fait. Moi, j'ai ma vision de lutte. Thomas, il a la vision du sol. Et Nico, il a la vision du MMA en général. Et donc, là-dessus, en fait, on a pu voir. Et c'est marrant parce que on a regardé quelques combats. On a regardé Dustin contre Khabib, Dustin contre Hooker et Benoît contre Élisée, son premier combat, pour voir aussi là où ça a pêché. Et est-ce Mm. que c'est parce qu'il y a eu de la lutte ou autre qu'il y a eu un peu des mouvements un peu plus durs que d'autres. Donc on a regardé ces combats et on a vu des choses accessibles à faire sur du Poirier, sur des attaques de jambes en double ou en single, tête extérieure et faire attention parce qu'il se jette beaucoup sur une guillotine qui a failli passer avec Khabib au bout de la troisième fois quand même. Donc c'est des situations où on a travaillé à peu près, on n'a pas réinventé, j'ai pas inventé une nouvelle attaque ou quoi, c'est juste des détails de placement pour justement annuler cette guillotine, par exemple, annuler même pour pas qu'il ait même l'intention d'y aller. Voilà, c'est des petits détails qu'on travaille au quotidien avec Benoît. Benoît, en fait, il sait lutter. J'aime pas à lui apprendre la lutte. Je lui apprends pas la lutte. Je lui donne les détails. J'essaye de confectionner et de déguiser en fait les choses. Je veux pas imposer à Benoît des choses. Quand je fais avec lui, Benoît, il me dit, moi, je suis bien là-dessus, j'aime bien ça, ok, on travaille là-dessus, on reste là-dessus, et par rapport à cette situation, quand je le mets en application avec des sparring ou autre, si je vois qu'il y a un détail qui m'a choqué ou un placement qui est pas forcément bon ou qui peut être amélioré pour avoir une meilleure position pour la transition au sol, c'est là-dessus qu'on va bosser. On va bosser là-dessus, on va bosser sur des petits détails. Sincèrement, c'est des petits détails qui sont peut-être ridicules, mais qui vont tout changer en fait sur la suite du combat et la suite de l'amener au sol. Donc c'est là-dessus que on a travaillé sur Poirier. Moi, je travaille à Paris, lui, il est sur Bayonne, donc c'est beaucoup de d'appels, beaucoup de messages. Et moi, je regarde beaucoup les vidéos et je lui envoie des messages toutes les semaines pour savoir ses sensations. Moi, je vais sur Bayonne les week-ends en fait. Donc là, sur le camp, j'y suis allé 2 fois. Il est monté une fois sur Paris, mais j'y suis. Quand j'y vais, on fait que de la technique et moins de sparring parce qu'il a déjà fait tous les trucs toute la semaine, donc il y a déjà toute la fatigue. Mais nous, c'est vraiment dans le détail, on essaie de modeler ça. Et lors des sparring, il met en application. Et puis après, moi, ce que je kiffe, c'est qu'il me dit, il m'envoie un message, il me dit, bah, putain, en sparring, j'ai réussi à le faire le truc, j'ai fait ça et machin. Et là, je me dis, bon, bah là, c'est bien. Ça veut dire que ça avance et tout ça. Et j'adore ce travail-là, en fait. J'adore essayer de trouver des solutions, en fait, aux problèmes par rapport à la personne qui va rencontrer en face. Que ça soit Benoît, que ça soit toi pour Mika contre voilà Pépi. Euh, voilà, mais en fait, ce travail-là, tu vois, le travail que j'ai fait par exemple avec Mika, sincèrement, je vais pas remettre le couteau dans la plaie, tu vois, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette phase-là de combat pour voir la suite parce que moi, j'étais extrêmement content du travail qu'on avait fait ensemble et de le mettre dans la cage, pour moi, ça aurait été hyper gratifiant. Je vais pas te mentir, mais le travail, et pourtant, on n'a pas travaillé depuis 2 ans ensemble, tu vois. C'est des séances où on a fait, mais en fait, c'est pareil, c'est du coaching. Moi, je fais du coaching, je suis coach sportif à côté. Mais la personne qui prend un coaching en lutte, il sait très bien que quand il va faire 1 heure avec moi, et c'est pas pour me vanter moi, c'est qu'il va avancer beaucoup plus vite que celui-là qui est en club. Pour moi, on doit avoir les deux. On doit avoir le Mm. coaching privé et le coaching en club. Parce qu'en club, ça va te mettre les sparring, ça va te mettre tout ça. Et quand tu travailles 1 heure avec la personne, bah, tu l'as vu, moi je l'ai vu aussi récemment avec Nassour. Quand on est autour de Nassour, en fait, tout le monde est là pour Nassour. Ça veut dire que il y a que lui qui travaille, mais on sait pourquoi. On a un même objectif. Quand je venais pour Mika, bah Mika il ramenait David pour le sparring, moi je ramenais quelques lutteurs et je leur demandais bah tiens, toi tu t'es plus comme ça, toi tu fais plus ça, pour qu'à chaque fois il ait des profils différents contre lui, mais que ça soit axé et que ça soit. En fait, c'est un entonnoir en fait la séance de coaching privé et c'est un entonnoir et on va affiner tout ça en fait au fur et à mesure. Ouais, clairement. Et donc, du coup, encore une fois, sans dévoiler, mais on aura un Benoît agressif qui va chercher en lutte offensive ou Vous, plus vous allez avoir un Benoît comme vous savez à chaque combat, c'est un comment? un va-t-en-guerre, un guerrier. On a perdu. Allô? Ah non, c'est bon, t'es revenu. C'est bon, il est là, ouais. Dis, J'ai on pas va, compris. Ouais, un guerrier, voilà, un guerrier. ouais, Benoît, il est complet. Benoît, il l'a toujours dit dans toutes ses interviews, dans tous ses trucs. Benoît, il est complet et il veut être le meilleur grappleur
dans le MMA, il va être le meilleur lutteur dans le MMA, il va être le meilleur striker dans le MMA. Il va être complet, il va tout faire. Il veut montrer que voilà, il sait tout faire. Et en plus de ça, il a ce mental de guerrier. Donc, il va y avoir tout. Moi, je me fais pas de soucis là-dessus en disant, putain, on avait dit de faire ça au camp et t'as pas fait ça, machin. Parce que je sais qu'en fait, il va aussi devoir adapter pendant le combat. On n'est pas à sa place. C'est Benoît qui est dans la cage. Et s'il va voir qu'il y a un truc qui a pas fonctionné ou qu'il peut pas faire, il va devoir adapter au final pendant le combat. Et donc, du coup, je sais qu'il a cette adaptation-là à essayer de bien adapter la chose pour lui, ça le rende plus performant dans la cage. Et forcément, là, il affronte Poirier, donc c'est vraiment la crème de la crème de la catégorie. Est-ce que Moi, ça a été Poirier, la... Ouais, pour moi, c'est incroyable hein, de voir Benoît face à Poirier, dans le sens où Poirier, Holloway, Oliveira, c'est des combattants qui, pour moi, ont marqué l'histoire du MMA, dans le sens où ils ont réussi à passer plusieurs générations, ouais. presque 3 générations, j'ai envie de dire. Euh, c'est des gars qui sont là depuis 3 générations parce qu'ils combattaient déjà quand Georges Saint-Pierre était à l'UFC et qui sont toujours à haut niveau et qui ont réussi à se renouveler à chaque fois. Et ça, je trouve ça incroyable. Moi, Poirier, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis téléspectateur avant d'être coach et avant de travailler avec Benoît, enfin, moi, Poirier, c'était, je le regardais comme ça, c'est-à-dire que, je dis, waouh, c'est Poirier. Enfin, en plus de ça, il a un bon personnage. C'est pas un trash talker de fou. Ça a l'air d'être une bonne patte, une bonne personne. Et il a une carrière, comme tu dis, hein, c'est un truc de fou. Donc, qu'il ait cette opportunité-là, c'est incroyable. Maintenant, il faut qu'il la saisisse, c'est qu'il aille au bout et que ça fasse avancer les choses. Je trouve que même l'histoire de Topuria, c'est bien aujourd'hui. Quand on voit que Topuria, aujourd'hui, il a réussi à mettre à mal Volkanovski, qui était pour moi l'un des plus gros goths à 66 kilos après José Aldo. Je crois que ouais, c'est José Aldo en un. Ça se discute aussi. Il y a peut-être Connor qui peut être dans la discussion, mais il y a Volkanovski. Et on voit que Topuria, 27 piges, il arrive et il fait le taf. Et dans les classements, c'était pas le mieux placé, on va dire, pour aller chercher d'aller Hmm. chercher cette ceinture. Et là, on voit effectivement que c'est un gros bond en avant. Hein. C'est quand même on est 12e, on va chercher, je crois, c'est le troisième Poirier, si je Ouais, dis pas c'est ça. troisième. Donc, c'est, pour moi, bon, c'est pas un exploit parce que c'est faisable, mais il a une carte à jouer. Et je pense que ce qui s'est passé avec Topuria montre que souvent, on a l'impression on a des légendes du sport et tant qu'on les voit pas tomber, en fait, on a du mal à les voir tomber. Ouais. Les... Après, il y a un deuxième exemple, c'est avec Merab et ses judo. Même si c'est judo, c'est une légende du MMA, mais c'est aussi surtout une Ouais. légende de lutte. Et Merab qui le lutte comme ça, Ouais, mais il y a l'âge. Enfin, là, c'est un peu différent, si je peux me permettre. Moi, là, vraiment, on est pour moi sur deux combattants qui sont encore dans le game depuis longtemps, même si, voilà, Poirier, ça fait longtemps qu'il est là et forcément, il est un peu plus usé qu'un Saint-Denis en termes de. Si tu mets tout bout à bout. Mais voilà, c'est clairement, on a l'expérience et quand même, pour moi, un favori, même si les cotes, c'est pas ce qu'elles traduisent, j'ai quand même le sentiment que le favori, ça serait plus un Poirier sur ce combat et on a un Benoît qui arrive pour tout arracher et d'ailleurs que les bookmakers voient devant. C'est ça qui est intéressant et qui est assez dingue. Donc j'ai hâte de voir ce combat qui passe un peu sous les radars, mais j'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, en fait, pour revenir, est-ce que tu l'as vu le combat de, justement de Cerudo et de Vaishvili, ouais, Maxime? alors moi j'ai vu les highlights de RMC, j'ai pas regardé le combat en entier. Ok. Non, en fait, j'avais une question parce qu'on sait que Cerudo, c'est un Allô? lutteur olympique. Ouais, tu nous reçois? Ouais, c'est bon là, je te reçois. Ouais, non, ma question c'était en fait, on sait que Cerudo c'est un lutteur olympique, Dvalishvili aussi c'est un lutteur, mais tu penses que c'est quoi qui a pêché en gros dans le combat? Parce qu'on sait que le lutteur olympique c'est ce qui se fait de mieux en tout cas dans le domaine de la lutte. Non, Ah, moi ce que je pense, c'est même pas une histoire de niveau en lutte. Je pense que c'est un retour de trop, entre guillemets. C'est judo, il aurait dû s'arrêter bien avant. Je pense qu'après, chacun fait comme il veut, hein. Mais je pense mhm. que c'était aussi un peu le combat de trop et que tu te prépares peut-être pas de la même façon, t'as pas les mêmes objectifs. Est-ce que tu vas plus sur le côté financier que sur le côté sport? Et du coup, t'as pas la même préparation, t'as pas les mêmes objectifs. Et voilà. Après, Merab, sur ce combat, il a hyper bien lutté, hein, par exemple. Donc, on n'a rien à enlever à sa performance. Mais je pense que
il y a eu cette performance-là parce que aussi d'en face, c'était peut-être pas, comme on appelle ça, l'œil du tigre pour ces judos. Ça, c'est mon opinion. Et pour revenir sur le combat de Poirier contre Benoît Saint-Denis, donc je demandais, vu que là c'est le plus gros adversaire pour Benoît Saint-Denis, est-ce que la prépa elle a été forcément plus difficile ou vous avez juste maintenu les caps comme vous avez l'habitude de le faire? Non, les caps, c'est voilà, c'est Benoît et Daniel qui mettent en place le programme. Benoît, je sais qu'il aime bien avoir le mot aussi sur le programme avec Daniel pour mettre en place tout ça. Moi, quand il m'a dit que j'ai eu qu'il prenait à la base, ça devait pas être lui, hein. À la base, moi, il m'a envoyé un message pour me dire soit ce sera Darius, soit ce sera Gamrot, mais ça se destinait pas du tout à un Poirier. Et lui non plus le savait pas, et donc du coup, il a eu la surprise comme tout le monde. Et en fait, bah quand après on a su ça, je dis mais c'est vrai. Il me dit mais moi j'ai encore rien signé, j'attends et quand c'est signé, on fera les choses et tout. Donc je commençais déjà à regarder, mais le camp il a été pareil. Il est parti 3 semaines en Bulgarie quand même pour un peu changer de Mhm. partenaire et tout ça. Et puis ça permet aussi un peu de sortir de son quotidien, d'avoir des nouveaux sparring et de d'être concentré, focus là-dessus, parce que bah, Benoît il commence aussi à prendre de l'ampleur médiatiquement et du coup t'as des sollicitations H24. Enfin, moi je suis pas la dernière fois j'étais sur un week-end chez eux. Alors, au final bah ouais il est faut qu'il aille là, faut qu'il fasse ça. Il y a lui qui vient à l'entraînement, il y a lui qui vient. C'est la première semaine moi où je suis allé à la fin de semaine, bah il y avait Gong, il y avait RMC, il y avait Karaté Bushido, il y avait Greg MMA qui était là-bas sur toute la semaine. En fait, ça fait du passage, ça fait des partenaires, mais ça fait aussi de la fatigue parce que bah, il Bien y a tous sûr. ces médias. Donc de partir aussi en Bulgarie, un peu s'expatrier et d'aller voir ailleurs et tout ça, c'est très bien, c'est très bien. Et puis là-bas, il a le même la même qualité de travail que ici, donc Ok. c'est top. Et forcément, là, on est à presque une semaine hein, du combat. Comment tu vois, on va dire, comment tu visualises ce combat? Une boucherie. Non, non, mais ouais, il va nous faire du Benoît, ça va être sanglant. Moi, de ma vision et de ce que j'espère, c'est vraiment que qu'il va lutter. C'est pas pour dire après, ah, c'est parce qu'il a lutté avec moi, c'est parce que je pense que ça peut être être le fait déclencheur pour le sol ensuite, pour la transition. Je sais que Benoît, il est super fort au sol avec son coach Chris Savoca, donc il a énormément de qualité au sol et si la lutte peut lui amener ça pour que ça soit la transition pour le sol et après pour finir le combat, franchement, ce serait magnifique. Mais après, on va pas cracher sur un KO ou sur, sur Bien autre chose, sûr. hein. Tout est bon à prendre. Et tout à l'heure, tu parlais de Nassourdine, parce qu'effectivement, on t'a vu avec Nicolas Haute. Et est-ce que maintenant, tu vas t'occuper de la partie lutte pour Nassourdine ou c'était juste pour ce camp-là que tu étais présent? Alors là, moi, sur ce camp-là, j'étais en tant que sparring. J'y étais Ok. en tant que sparring. De base, j'y suis allé parce que Nico m'a demandé et parce que Nico, c'est un ami. Puis moi, ça me remettait aussi dedans d'aller lutter. Et puis Nassour, j'aime bien la personne, en fait. J'aime bien la personne et moi, je suis très ami avec son partenaire Ahmed Salamov, avec qui moi, j'ai lutté en club à Bagnolet pendant des années. Et donc voilà, c'est un contexte de bonnes personnes et de bon entourage où c'est serein en fait pour travailler et c'est agréable. Et donc moi j'y suis allé sans hésiter et j'ai donné un peu mon expérience parce que forcément comme je disais tout à l'heure, on est sparring mais on est c'est un peu coach, mais pas coach à dire il faut que tu changes tout, il faut que tu Hmm. fasses ça. C'est juste à donner mon ressenti sur le sparring justement pour bah dire bah peut-être ça serait peut-être mieux ou ça, essaye ça et voir. Mais sans jamais imposer quoi que ce soit et que lui le ressente de lui-même. Donc sur Nassour, là j'y étais là sur là. Après voilà, c'est comme Nico en fait. Nico c'est pareil, il a pas de signé de contrat avec Nassour d'exclusivité ou quoi que ce soit. C'est au ressenti. Et si Nassour en fait il a besoin de moi et qu'il me dit je sais qu'il a aimé le travail parce qu'il m'a envoyé des messages et avant il me répondait pas sur Insta. Et maintenant il m'envoie des Il messages. t'a donné du crédit. Maintenant il m'envoie des messages et il me dit que ouais, il m'a remercié après le combat. Donc c'est toujours gratifiant. Et du coup bah s'il a envie de continuer et de voilà, bah, moi je suis là, il y a pas de souci. Je suis dans le secteur, on est à côté, ça c'est pas un problème par rapport à ça.
Et une petite dernière question, moi, en termes d'engouement, vu que le MMA, ça se démocratise, est-ce que tu sens qu'il y a pas mal de lutteurs qui souhaiteraient faire leur transition? Ouais, Notamment des il y lutteurs en que a tu as qui, entraînés, que tu as formés. ouais, énormément, il y en a. Déjà, ça commence dès le plus jeune âge. Moi, j'ai des jeunes là à Créteil, ils ont 15 piges et ils font du MMA à côté parce que, Mhm. bah voilà, c'est le sport entre guillemets à la mode et voilà. Donc, ils veulent rester entre guillemets dans le coup et faire quelque chose qui est à la mode, tout ça. Moi, après, ce que je leur dis souvent, c'est de pas brûler les étapes, le MMA, tu peux commencer à 15 ans, mais tu peux aussi commencer à 20 ans. Si tu as une bonne base aussi de lutte, c'est pas pour autant que tu seras pas performant à 20 ans. Je pense que tu peux venir dans le MMA maintenant avec une bonne base et tout comme tu peux commencer le MMA avec rien et être de plus en plus complet et être un peu bon partout entre guillemets. Mais ce que je dis, c'est que la carrière de MMA, elle peut être un peu plus longue que la carrière du lutteur, entre guillemets. Ça peut être une reconversion comme à l'image de, bon, ça c'est extrême, mais à l'image de Romero, par exemple, qui est un super grand lutteur et que maintenant, bah, à 46 ans, il combat encore. Donc voilà, mais il faut prendre son temps, je pense, et puis après, faut y aller quand tu as envie d'y aller, en fait, en soi. Et il y a quelques années, il y a une question qui a été posée à Khabib Nurmagomedov entre quel est le style le plus efficace entre le judo et la lutte à très très haut niveau. Forcément, lui, GG, enfin, je pense que je connais ta réponse. Lui, il avait répondu le judo. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, tu connais ma réponse, c'est la lutte parce qu'il y a plus de détails. Mhm. Déjà, tout bêtement, l'exemple, c'est l'exemple des vêtements. Nous, en lutte, on n'a pas de kimono. Ça veut dire que eux, au judo, ils ont un kimono. Et si on retranscrit nos deux sports dans les MMA, il n'y a pas de kimono dans les MMA. Donc, Mhm. à l'époque du Pride ou les premiers UFC où vous pouvez garder une veste, tout ça, peut-être, pourquoi pas. Mais là, ça glisse. On peut plus attraper les vêtements. On n'a plus les mêmes saisies. Les saisies qui se rapprochent le plus, c'est c'est la lutte. Et en plus, encore plus dans le judo moderne, c'est-à-dire que maintenant, le judo, ils ont plus le droit d'aller action de bras sur jambes. Ils ont pas le droit Mhm. d'attaquer les jambes en fait en soi. Ils doivent être que sur le haut du corps et sur le kimono. Du coup, ils vont être un peu perdus quand on va devoir aller descendre dans les jambes sur des attaques. Et si tu devais garder une attaque qui marche, qui a un taux de réussite en lutte, ce sera laquelle? Alors, sur du milieu de cage, je dirais une attaque bélier, une attaque de jambes avec la tête ici. Ça demande pas beaucoup de technique, ça demande de l'explosivité et de pas se poser de questions, y aller. Après, ça tombe au sol et donc du coup, c'est à vous de faire la transition. Et contre la cage, moi j'aime bien travailler à partir du body lock pour amener au sol. Body lock et toutes ces transitions sur bras-tête et ou descendre sur les jambes, mais à partir du body lock. Ok, bah écoute, moi j'ai plus de questions. Mika, t'en avais? On l'a perdu, je crois, Mika, non? Ok, elle est perdue. Là, c'est parce que je coupe le son parce que j'arrête pas de tousser. J'ai un. C'est à cause je- du Coca Zéro que tu bois en abondance. Même pas, rien à voir. C'est à cause de. J'ai eu le Covid il y a pas longtemps et je te jure, je tousse depuis. Ah bah y a pas que toi qui tousse, hein, parce que ta caméra depuis tout à l'heure, elle fait des, elle me fait des petits. Ah ouais, Max, c'est. est-ce que tu as un mot pour la fin pour conclure ce podcast? Ah, attends, avant la fin. Vous n'allez pas m'arnaquer comme ça. Non, non, c'est pas Ah, moi. le croustille? Non, 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 attends. Je tiens à préciser, je ne sais pas et je vais vous dire que c'est vrai. Je ne sais pas ce que Mickey va sortir. Je suis pas au courant. Maxime, il est pas au courant. Parce que parfois, on va croire que y a du Ouais, complotiste, que Non, c'est moi qui suis au courant et que je dis je à suis Mika de le témoin. balancer. Là, Boulox, il est pas au courant. Voilà. pour- Parce que hier, je tournais un peu à l'US Métro en sparring et tout, et je parlais avec Ibra Mané, et Ouais. Ibra Mané m'a dit en fait que Boulox allait quitter le Factory. C'est pour ça que je. Il l'a mis dans la sauce. C'est ça ton croussi? Ouais, c'est mon croustille. Mais c'est pas vrai. C'est Mané, c'est Ibra qui m'a dit ça. Je te jure, c'est vrai. Ouais, il m'a dit tu t'entraînes en cachette chez Bon, Nicolas Haute et tout. on va conclure ce podcast. Maxime, merci en tout cas de nous avoir accordé du temps. C'était un plaisir. Maxime, j'ai juste une faveur à te demander. Ouais, Mika, je dois faire un combat de lutte avec Mika, ça fait des années qu'il m'esquive. Est-ce que tu pourras l'arbitrer? On le y a filmera. pas de souci, y a Que je pas de puisse lui problème. mettre son tarif. En plus, il m'en sort moins là, comme ça. Ma parole, j'ai toujours gagné les... Arrête de mentir, ouais, arrête. Le menteur. Une J'ai fois, des il Comme m'a à fait la vidéos. course. une seule fois dans sa vie, il m'a fait une single avec son crochetage. Une seule fois et une deuxième fois, il a fait me casser la nuque. Mais c'est tout.
Il a mis tout son poids sur moi comme si je l'avais même poids que lui. Eh, j'ai les vidéos. Arrête de mentir. Ah putain, il y a les vidéos et les dossiers en plus. Ah, tout ça, c'est dans mon fichier. Bah, Maxime, écoute, en tout cas, un plaisir de t'avoir reçu. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de t'entendre parler. On a l'habitude de tes expertises lorsqu'on s'entraîne avec toi. Donc, c'était un plaisir de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui. T'as pas quelques petits croustilles à lâcher quand même? Ouais, un petit Non, croussi. j'ai Il en a pas. lâché un petit peu quand même. Il a dit que c'était Gamrot ou Tsaroukian qui devait, c'est ça? Non, Darius. Sérieux. Non, non, ouais. Mais ouais, si j'ai un croustille. Le combat Doumbé-Baki, j'ai lutté avec Baki, et j'ai coaché une fois Doumbé. Ah Ça va être oui. bien. C'est Ça vrai peut être que pas mal. c'est vrai qu'il y a pas. Non, mais c'est vrai que quand. Donne ton Non, mais ça me pronostic. rafraîchit la Voilà, mais mémoire. donne ton Euh, pronostic Non, maintenant. mais c'est vrai que Mika, il s'était entraîné un jour avec Doumbé au Fitness Park, Max. T'avais mis une photo il y a très longtemps. À la Hatch Academy aussi. À À la la Hatch Academy, hein. Academy, il venait, c'était les premières fois où enfin, il commençait à venir à la Hatch. Et on avait fait avec Boris, sous les ordres, et on avait travaillé un peu la lutte contre la cage avec, d'ailleurs, Emerson Silva, qui était au MMA-GP, qui était Ouais, de la team Warin aussi, il est pas mal, il est qui pas mal. tournait avec Baki, avec Doumbé, pardon. Lui, Et j'aime du bien Comment? coup, parce qu'il est un peu agressif, le mec, là, le Ouais, Brésilien. ouais, pas mal, pas mal. Il s'entraîne avec nous, Mamoudi, et c'est pas mal. Et j'ai tourné avec Baki aussi. Donc, judo, contrôle fort, extrêmement costaud, je trouve. Euh, Doumbé, moi j'ai été interpellé par, mais tout le monde le dit, hein, mais je l'ai vu de mes propres yeux, par son adaptation à, on pense que c'est un striker, mais niveau lutte, enfin niveau défensif, c'est pas mal aussi quand même. Il a des bonnes informations et surtout il apprend vite. Moi j'ai travaillé avec Youssef Bougalem là récemment, pour son premier combat de MMA. Et en fait, il est venu, on a travaillé 3 semaines ensemble, on n'a pas travaillé beaucoup. Mais ouais. quand il est venu pour travailler sur la lutte, il apprenait hyper vite. Je lui montrais un mouvement que je vais montrer à quelqu'un, entre guillemets, lambda, va mettre 2, 3 semaines à apprendre. Lui, c'était tac, tac, c'était fait direct. Et Cédric, c'est un peu ça aussi. Donc, mon pronostic, c'est je vais kiffer regarder le combat, mais je sais pas qui va gagner. Et attends, et quand t'as ton Baki, comment tu l'as trouvé? Baki, je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé costaud. Euh, et, euh, et pas mal. Je pense que ça va être un bon fight, sur ces phases-là. Et en termes de compétences Et sportives, qui c'est qui t'a le plus surpris ou impressionné? comme je te dis, surpris et impressionné, c'est Doumbé. Parce que Ok. c'est un striker de base et là, c'était une séance de lutte et du coup, quand je l'ai vu, je dis, mais putain, il en a déjà fait, c'est pas possible. Mais après, je suis pas un pro sur le MMA, donc je peux pas savoir. Bon, tout le monde dit apparemment, enfin ça c'est déjà vu, mais il peut coucher n'importe qui avec une frappe, Doumbé. On a Moi j'ai prouvé que envie de dire, moi j'ai envie de dire Baki parce que je l'ai vu un peu plus de fois et puis je pense il est un peu plus complet. Maintenant, s'il se fait toucher, ça peut être très compliqué pour lui aussi. Ok, bon, en tout cas, on retiendra ça. On va faire le gros titre. Maxime François, pronostic. Je te jure, Maxime François dit que Baki va se faire coucher. Oh J'avais là dit là. ça. Et Avi va quitter le Factory. Mais Ah, arrête de mentir, Mika. Mais tu non, peux le mais mettre en ça, c'est croustille, pas bien ça, tu en vois. titre, hein. Toi, tu Mais tu vois, mentionnes vu comme que ça, mais c'est Parce Boulard que, qui fait eh, les titres ou c'est toi, Mika? non, c'est moi, je peux pas tout Ah, faire. donc c'est un mytho. il le mettra pas. Et il ment, il ment. Il va Arrête. recevoir un message demain, il va dire, tu quittes la salle. Mika, il m'a déjà mis dans des galères en plus. Je me Vite rappelle ton quand casier. t'as. Le plus marrant, c'est avec six chefs, le plus marrant, je te jure. Ouais. Ah, t'avais foutu un sacré bordel. Ah, mais c'était vrai ou pas ce que j'ai dit? Bah ouais, finalement, ça s'est avéré vrai. Bien sûr. Mais bon, moi, ça, c'est pas ma casquette. C'est pas moi qui. Je suis pas au courant. Max, un plaisir de t'avoir reçu en tout cas. Juste On est un petit bon. dernier mot. Je remercie Cyril Diabaté qui m'a fait confiance le premier dans le monde du MMA, qui m'a ouvert les portes du MMA. Je remercie aussi pour la confiance Thomas et Nico au quotidien, pour la confiance qu'il y a dans le Le MMA trio. avec moi. Et je kiffe ce travail dans le MMA. Donc voilà. Et les mardis au Mamoudi, c'est pas une team, c'est ouvert à tous. Mika est déjà venu.
Boulox, toi, t'es pas venu. Mais j'accueille aussi bien les mecs de la Snake Team que du Factory, que de l'US Metro. Il y en a sur le tapis qui sont des clubs différents. Il y avait des gars de la Snake, il y avait des gars du Factory. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Le but de ce cours, en fait, et c'est pas pour faire de la pub, hein, le but de ce cours, c'est pour augmenter le niveau en lutte des fighters français, n'importe d'où ils viennent. Voilà. Ok, C'est noté. le message est passé. Et Voilà. c'est Et uniquement ouvert aux pros. merci à vous pour cette interview et ce podcast Mais écoute, merci à sympathique. toi de nous avoir Le accordé du mardi, temps. ça tombe en même temps que les entraînements à la MK Team. C'est pour ça que Ouais, c'est. mais toi, j'ai compris, t'inquiète pas, j'ai vu sur Instagram. Ça devient un Bon, grappleur, Mika. merci à toi. C'est cool. Pas de souci, merci à vous en tout Salut. cas. Ciao. Ciao.